de notre rencontre. La première mi-temps a été très riche. Renouvelons nos remerciements au professeur Diakhaté. La deuxième mi-temps va s'intéresser au livre du professeur Bouba Diop, que nous remercions déjà. À ma place, on aurait dû avoir le professeur Pierre Sarr. Il a été empêché, il a un décès et il a dû partir ce matin. Donc il m'a demandé de prendre sa place. Notre cérémonie va s'articuler autour de 3 prises de parole. Nous donnons la parole d'abord au professeur Aïe, qui va nous faire la présentation du livre. Après, le professeur Malik Ndoye nous fera le point sur la Covid chez les intellectuels et les médias, le traitement qui en a été fait. Puis nous donnerons la parole au professeur Bouba Diop. Mais avant ces 3 étapes, je voudrais présenter rapidement le professeur Bouba Diop. Il n'est même plus à présenter, mais l'usage veut qu'on sacrifie à cet exercice. Donc le professeur Bouba Diop est professeur titulaire d'histoire ancienne à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis 1982, il dispense des enseignements de civilisation ancienne au département des langues et civilisations anciennes de l'UCAD. Il intervient aussi dans d'autres départements tels que le département d'histoire. Monsieur Diop est titulaire d'une maîtrise de lettres classiques en 1975 ici même à Dakar, d'un DEA en histoire des sociétés africaines obtenu en 1977 à Paris 1, Sorbonne, d'une thèse de 3e cycle en histoire, toujours à Sorbonne, en 1981, d'un certificat d'égyptologie à Paris 4 en 1977 et d'une thèse d'État en histoire soutenue en 2002, ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En plus de ses activités académiques, M. Diop a été secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES, de 1986 à 1990. Il a été président de la Fédération de l'éducation et de la recherche de 1990 à 1995. Président du CONGAD, c'est le Conseil des ONG au Sénégal, de 1999 à 2005. Il a été président de l'Association nationale de l'alphabétisation et la formation des adultes, ANAFA, de 1990 à 2002, et vice-président du Conseil international d'éducation des adultes, ICAE, de 1999 à 2001. Il a été président de l'association, il est président de l'Association panafricaine pour l'alphabétisation et l'éducation, PAALAE, depuis 2007. Il a été médiateur ombudsman à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de 2004 à 2011. C'était le premier ombudsman d'ailleurs. Et je tiens à saluer celui qui a été son adjoint, Ibrahima Elwassa, qui est là avec une forte délégation de l'ICAJ. Il a été aux États-Unis pour Fulbright Visiting, professeur, donc à New York. Il a eu le prix MEDEIS pour la culture, l'éducation et la recherche, reçu en 2009 à Tanger au Maroc, de la part de la Fondation Amadeus. Il a été le parrain de la Journée mondiale des enseignants, édition 2016, ici au Sénégal. Distingué aussi par Daraï Semben à Thiès, et coordinateur de Taxaw Thème Mouvement Citoyen. Monsieur Diop n'est pas à son premier ouvrage. Il en a publié au moins 4. Il a publié Propos d'un Africain sur l'Antiquité, paru en 2014.
Afrique ancienne dévoilée, paru en 2017, Les syndicats dans l'histoire, paru en 2019, chez l'Harmattan, et Le Sénégal ancien, coécrit avec le professeur Aboubakri Moussa Lam, paru en 2019. Voici donc une brève présentation du professeur Bouba Diop qui nous réunit aujourd'hui. Je vais d'abord passer la parole au professeur Djibril Agne pour qu'il nous fasse une présentation du livre. Professeur, vous avez la parole. Notre chef de département bien-aimé. Donc là, je vais intervenir. Donc c'était réparti. Nous avons un collègue, professeur Pierre Sarr, qui est absent, malheureusement pour décès, et qui devait être là avec nous. On était trois. On devait se répartir donc la présentation d'une manière globale, et donc se répartir aussi les tâches dans cette présentation. Donc il me revient donc l'honneur de présenter, j'aurais pu aussi présenter l'auteur, parler de l'auteur. C'est mon goro. C'est d'abord la première chose à dire. Mon épouse, c'est sa nièce. Et parler aussi de son épouse, qui est une amie à nous tous, qui est donc la femme, comme on dit toujours, à côté de son mari, ou même derrière, ou pas devant, comme on le dit souvent, pour pouvoir guider. C'est notre guide, la grande Bama, et qui est une sœur, Maïmouna, mon amie Maïmouna, depuis l'enfance, son mari, Malik Sall, le ministre Malik Sall. Donc vous voyez, donc ici, c'est une famille qui se ressemble avec, donc parmi nous, les présentateurs, le professeur Malik Ndoye, un ami aussi depuis la première année, ou la deuxième année même, ici à l'université. Nous avons trouvé Bouba ici, déjà assistant, qui travaillait avec les professeurs donc, français qui étaient là, chef de département, parce qu'on n'avait pas encore de professeurs africains noirs au niveau du département. Ils étaient parmi les premiers, Mamso ou Marba, donc c'était presque les premiers assistants qui étaient là et qui nous ont accompagnés à tous les niveaux. Il m'a accompagné aussi dans d'autres cadre dans la vie politique de tous les jours, comme il est, on le connaît, donc habitué à un homme, c'est on peut pas dire activiste, mais il est actif. Il est actif, et je sais qu'il nous a guidés, il nous a montré la voie, parce que je suis revenu assistant à l'université de Dakar, il m'a mis au bureau du SAES, donc le deuxième bureau du SAES, le BEN. Je suis membre, je m'occupais des affaires culturelles. Donc il m'a initié là aussi et il m'a introduit à l'université. Donc on ne peut que le remercier. Malik Ndoye va prendre la parole bientôt, mais c'est toujours dans ce cadre aussi, dans cette communauté de classiques au niveau du deuxième étage, donc au département de lettres classiques, on appelle actuellement langue et civilisation ancienne. Présenter un ouvrage de Bouba, c'est souvent, on peut dire, est difficile. C'est un peu difficile parce que Bouba, on peut l'appeler essayiste, comme Xénophon, un historien, mais qui touche à tout. Qui touche à tout, mais il y a un point de départ. Un point de départ, c'est un égyptologue. Si vous voyez son curriculum vitae, on a donné l'historien de l'histoire antique, mais il est revenu à l'Afrique. Il s'est reposé à l'Afrique parce qu'il va revenir vers son maître, Cheikh Anta Diop. Je crois qu'il a influencé dans les premières années de ses conférences. Nous, on était étudiants, on suivait vers 2 h du matin, 3 h dans les amphis. Et Cheikh Anta Diop qui parlait, et lui, il est toujours à ses côtés, il a toujours assisté à ces conférences. Donc, on va toujours, Bouba, revenir ou organiser autour de Cheikh Anta Diop, ses écrits, pour donc avancer dans ses recherches. Donc, il a, dans la diversité de ses publications, j'en ai publié aussi aux presses universitaires de Dakar. Je vois ici mon neveu Diallo, je crois pas s'il est encore là ou s'il est parti, et donc qui a pris en charge ce livre. Donc on discutera, on en parlera toujours. Donc au moment où j'étais directeur des presses universitaires, Bouba est venu avec beaucoup de documents. Il fallait sortir, on va avoir un livre. Et ce livre-là,
de rester longtemps entre nous. Il fallait lire, corriger, rassembler, et parce que c'était bien documenté. Qu'est-ce qu'il fallait publier, qu'est-ce qu'il ne fallait pas publier. On a pu trouver, extraire quelque chose, les propos de l'Africain, donc dans ses publications des Presse Universitaire de Dakar, propos d'un Africain sur l'Antiquité. Et aussi politique, donc on a, même sur le syndicat, j'ai reçu le manuscrit, on en a parlé, mais c'est la richesse de la pensée de Bouba, c'est pourquoi je l'appelle essayiste. Du syndicat à l'histoire, donc de la littérature à l'histoire, on retrouve toujours Bouba. Donc c'est un essayiste, ça c'est dans sa bibliographie et tout ça. Lorsque j'ai lu le titre du livre de professeur Diop, lorsqu'on a dit, parce qu'on a discuté tout ça autour de décryptage, notre laboratoire, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Africain, l'Afrique, qu'est-ce que nous pouvons faire pour encore ressortir nos publications, donner une image à notre publication. On a parlé du parallélisme, du comparatisme, et le terme que j'avais trouvé avec mes professeurs au niveau de Besançon, ce qu'on discutait pour parler aussi des publications africaines, est-ce qu'on ne pouvait pas, donc, à la lumière des civilisations africaines, étudier la civilisation antique, grecque ou romaine. Et moi, je me suis jeté là à faire un parallélisme, parce que j'ai publié ma thèse sur l'éducation chez Platon, en faisant un parallélisme de l'éducation traditionnelle africaine ici au niveau du Sénégal, parce qu'il y a une diversité culturelle et même des systèmes éducatifs. Et on a vu qu'on pouvait éclairer la civilisation antique à travers la civilisation africaine, la civilisation traditionnelle africaine, avec les initiations, avec d'autres éléments. Et on pourrait avoir expliqué des choses qu'on ne pouvait pas expliquer avec la traduction grecque, des textes grecs et des mots grecs. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur Aguélé, c'est-à-dire est-ce que classe d'âge ou groupe d'âge. C'est le sens donné au terme Aguélé, donc pour trouver, et je suis parti de l'initiation africaine, partie des classes d'âge africaines, comment elles se formaient et tout dans les villages, dans les quartiers, dans les villages et dans la région, pour arriver donc à traduire le terme Aguélé et le terme Ilé qu'on trouvait chez Xénophon et chez Plutarque. Donc vous voyez, donc il y avait possibilité de faire. C'est pourquoi lorsque j'ai dit Covid-19, vu du Sénégal, moi j'ai dit Covid-19 ici à la lumière maintenant des épidémies qui se sont passées depuis l'Antiquité. Parce que depuis Homère, ce qu'a dit Homère, depuis l'Iliade, dans le chant 1, nous trouvons donc, fait une allusion seulement, Malik Mbaye reviendra là-dessus, l'Iliade, donc on a cette épidémie. Et donc là, et Bouba, il retrace, c'est à la lumière donc de ce qui s'est passé, donc notre Covid, ce que nous avons vécu de ces années de Covid, nous reprenons l'histoire des épidémies, nous retrouvons la même chose presque. Vous prenez l'épidémie pendant la guerre, prenez donc dans l'Iliade, le chant 1, vous verrez, et le fameux texte de Thucydide au livre 2, donc la peste d'Athènes. Et 430 avant Jésus-Christ, donc on tient presque après, donc toute une durée, parce que c'est une épidémie qui va durer. On verra même l'épidémie de Dakar en 2014, 1917, 14, non 16, 17, 18. Cette épidémie, vous allez voir, on a les mêmes éléments, les mêmes réactions des populations. Et dans ce cas, dans Covid-19 de Bouba, vu de Dakar, d'Emam elle-même, parce qu'il va jusque chez lui, et on voit que ces réactions sont des réactions que nous avons eues depuis Homère. Malik reviendra là-dessus. Et il a cité, il a essayé de nous montrer comment on prenait ces épidémies, les origines, les causes, les réactions. Donc les causes, on les voit, qui était à la cause. Il y a les dieux qui sont offensés, on a vu les causes divines, donc l'aspect divin. On voit l'aspect aussi, comment on peut dire aussi, l'étranger. Ça vient de l'étranger. Si ce n'est pas ce sont les dieux d'abord qui frappent les humains, parce qu'il y a une faute humaine individuelle, et c'est une punition collective. On le voit. Donc, il est parti de ça, de ses civilisations, de ses lectures, de son maître
Cheikh Anta Diop. Il est parti de la civilisation égyptienne. Donc, parti de la civilisation égyptienne à travers les 50 des 228 pages, vous avez pris 42 pages pour parler de cette partie. C'est dans votre partie incipit, c'est-à-dire propos avant de faire les analyses. De la page 14 à la page 42, avec cette partie à l'intérieur, vous avez parlé de tout ça. Je reviendrai là-dessus. Vous avez analysé l'histoire à partir de Cheikh Anta, civilisation et barbarie, ou barbarie, je crois que c'est comme ça, et vous êtes retombé donc sur ce qui s'est passé en Égypte, donc un peu avant la Grèce, avant Homère, avant Hésiode, avant d'autres, avant Thucydide. Et donc vous avez donné, parce que là ce sont les sécheresses, donc vous avez parlé des temps de sécheresse, donc de famine, et même pendant la Grèce, et qui sont retombés donc à la religion, c'est surtout dans les 3 religions révélées, nous retrouvons donc, vous avez parlé de l'histoire, et vous avez donné des éléments sur certains que nous analyserons à travers le Covid-19 que vous avez écrit. Donc il y a eu ces pages-là, Covid-19 à la lumière des anciennes épidémies, Covid-19 au Sénégal et dans le monde aussi. Vous allez l'analyser. En sortant de l'histoire, vous revenez dans notre Covid-19 au Sénégal et dans le monde. Vous revenez aussi votre Covid, les Covid de Mamelles, des Mamelles. Ça c'est votre quartier ou c'est Dakar. C'est à l'intérieur de Dakar. Donc, ce que vous avez vécu, vous, comme vous êtes un sportif, vous voyez ce qui s'est passé et tout. Il y a eu des interdits, il y a eu beaucoup de choses. Mais à travers tout ça, il y a le regard de l'intellectuel. Il y a le regard de l'intellectuel. Donc, on a eu des savants, en dehors de Cheikh Anta Diop, en dehors d'Eliman Khan, c'est vous-même. C'est d'autres qui vont écrire, comme dans l'Antiquité. C'était Homère. C'était Thucydide, c'était Hésiode. Ce sont des intellectuels qui étaient là et qui réagissaient et qui donnaient. Ils n'étaient pas des médecins. Hippocrate en a parlé des épidémies, mais ici, c'est comme les historiens Hérodote, ils vont en parler, d'autres vont en parler, mais ils vont décrire seulement. Ils vont parler, mais d'une manière presque rationnelle, intellectuelle, mais pas scientifiquement parlant. Ce n'étaient pas des médecins, mais ils avaient des éléments que nous retrouvons actuellement, que nous avons retrouvés durant les l'épidémie de Covid-19 en 2019. Donc, dans cette trajectoire, vous avez tout donné. Vous avez tout expliqué. Et nous allons, et vous avez donné presque à la deuxième partie, dans les annexes, qui expliquent des textes qui sont très importants dans le livre, dans le dispositif du livre, et qui nous expliquent. Et vous avez ce dispositif donc dans la page 43 à 57 des textes. Vous avez fait des résumés du livre aussi, de 59 à 115. Donc là, on a eu toutes les langues, toutes les versions. C'est ça qui est l'intérêt. Parce que vous avez des correspondants, vous avez des amis, vous avez des collègues partout dans le monde, et ça se voit à travers ce livre-là. Donc là, nous allons revoir l'histoire de l'épidémie à travers les langues et les versions diverses des langues. Donc vous avez aussi montré la place de la presse. La presse avec le Covid. La presse et le Covid-19. Ah là, c'est intéressant. Quand nous feuilletons les dernières planches, les dernières pages, nous retrouvons effectivement les coupures de presse qui ont illustré tout ce que vous avez pu dire là, et là aussi la position de la presse. Donc ça fait la confusion ici, que ce soit dans les méthodes, les systèmes de traitement, les scientifiques. Il y avait vraiment une difficulté. Et vous avez rendu David au président en disant qu'il a fait une bonne politique malgré votre position, mais vous l'avez dit et clairement. Donc c'est-à-dire le Sénégal s'est posé en champion et a donné beaucoup de moyens. Et on sait ce qui s'est passé après, mais on sait qu'on a lutté. Que ce soit les marabouts, que ce soit le clergé, que ce soit tout le monde était debout, les citoyens, tout le monde était debout pour en parler et pour travailler pour que le Covid soit
donc recule au Sénégal. Les grandes parties, donc je reviens là-dessus. Vous avez parlé de l'incipit qui symbolise l'ouverture de vos propos, rappel et référence à Cheikh Anta Diop. Vous avez bien fait, parce que vous nous avez rappelé l'histoire de l'Égypte. Des leçons donc données par Cheikh Anta Diop, c'est clair. Ça, vous savez que vous n'allez pas rater Cheikh Anta Diop, vous n'allez pas laisser Cheikh Anta Diop de côté pour ne pas en parler. Vous êtes parti de son livre. Et le savant sénégalais rappelle ici les leçons de l'histoire et ce qu'on en retire et ce qu'on en retient. Donc vous avez démontré clairement dans cette partie, donc dans l'incipit toujours, donc ce qu'on peut retenir dans des propos d'un savant. De la conscience des catastrophes, vous avez montré les intellectuels sénégalais se sont tenus debout face aux catastrophes. Et ils ont réagi, ils ont donné leur opinion, ils ont analysé, ils ont tout fait. Parmi eux, vous-même, aujourd'hui, avec Covid-19. Donc leur proposition sur la fin des catastrophes, ils ont tout donné, les intellectuels. Référence à l'histoire de l'Égypte, c'est pour nous revenir sur les causes, décrire les réactions des hommes face aux catastrophes. On l'a vu. Donc je ne sais pas le terme Kounoun, c'est Kounoun, vous avez dit? Le Kounoun, le pharaon Djéser, mais le fils de Ré, Dieu, fils de Ré, c'est Kounoun ou c'est Kounoum? C'est Kounoun. Hein? Kounoum, on a mis Kounoum, comme je pensais au quartier Kounoun. Kounoum, j'ai revu, c'est Kounoum, parce que dans le texte, on a mis N parfois. C'est N, on a mis N et M. Donc il y a une confusion là, on va corriger ça plus tard. Donc on voit ici, que, oui, et à travers tout ça, ce qu'on a vu au temps d'Homère, c'est Apollon. Ce qu'on a vu au temps de Thucydide, c'est vrai, il y a un peu de science là, et les aussi sont les dieux. Et partout, on voyait les dieux qui sont là et qui ont fait descendre ces épidémies chez les hommes. Et là aussi, vous retrouvez sur ça, et il faut aller payer. Il faut aller prier. Il faut aller prier, donc donner des cadeaux, je ne sais pas comment on appelle des offrandes, donc aux dieux, pour pouvoir retrouver en Égypte, c'est l'île et c'est le Nil qui ne coulait plus, et maintenant c'est rempli, c'est revenu à partir de la ville d'Éléphantine, ou l'île d'Éléphantine. Et là on voit aussi, on est parti de la divinité. Les origines de cette sécheresse donc divine, illustration du professeur Bouba Diop. Vous avez illustré avec des éléments dans votre livre. Les religions révélées vont prendre ça en position. Les religions juives, les juifs, les chrétiens, les musulmans vont récupérer donc les cesses et tout pour en parler. Vous avez donné les références qui sont là, qui sont dans le livre, et que je crois que aussi nous aussi ici, on sait qu'on en a eu à la lumière de tout cela. C'est la divinité qui est là, qui est partout. À chaque fois que vous dites qu'on est malade, et on a maintenant la divinité unique, mais on revient toujours à Dieu, à l'unique. C'est lui seul qui décide. Votre destin est tracé. Donc vous ne pouvez passer, l'épidémie est là. Donc là, vous l'avez montré aussi à travers les religions révélées, après avoir quitté la religion égyptienne. Vous avez mis aussi, on revient, je vais vite pour revenir sur l'Odyssée, les Odyssées virales, vous l'avez dit, non bien comme ça, du levant au couchant. L'apparition du Covid-19 est retracée ici, dans le monde. Vous avez pris le texte de Thucydide. Effectivement, le texte de Thucydide est très riche. Il est là, donc c'est dans le livre 2, donc dans l'histoire, vous retrouverez donc ce texte-là qui est très très riche. Et nous, dans cette partie, dans ce Covid-19, c'est la Chine qui est accusée. Alors dans le texte de Thucydide, ce sont les Égyptiens qui sont accusés. Thucydide dit, ça vient de l'Éthiopie, passer par l'Égypte et arriver chez nous. Et si vous remarquez dans le texte de Thucydide, ça part du port
et ça arrive du Pirée, qui est au port, et va vers la ville, parce qu'il y a des murailles. Donc on remonte vers la ville d'Athènes. C'est comme ça que donc, ça a quitté l'Égypte, plutôt l'Éthiopie, l'Égypte, traverser la Méditerranée, arriver au port de Pirée, et qui arrive actuellement. Vous voyez aussi ici, on accuse l'étranger. On dit que ça vient de l'étranger, ça ne vient pas de chez nous, donc ce n'est pas nous, ça vient de l'autre côté. Vous voyez ici encore, nous avons, à la lumière de cette étude, nous voyons que c'est toujours l'étranger qui est accusé. Et ce qui se passe actuellement, c'est la Chine. La Chine est à l'origine donc de Covid-19. C'est vrai, c'est possible. Mais on voit toujours que ça vient de l'étranger. Chez Thucydide, c'était la même chose. Et chez d'autres aussi, ça allait toujours la même chose. Ce sont les étrangers qui sont à la base de tout ça. Et deuxièmement, vous êtes revenu sur la bataille autour de l'origine des virus. On a vu des soins à prodiguer, autour des vaccins, autour des systèmes éducatifs, autour des batailles, donc des solutions dans l'apprentissage, ce qu'on a pu trouver, j'étais le conseiller du ministre de l'Éducation, et vous avez vu que ce qu'on a pu faire, comme étudier comment faire pour faire continuer l'apprentissage sans aller en classe, ou aller en classe en diminuant les effectifs des classes. Et donc nous voyons ici sur le plan scientifique qu'il y a une autre ouverture. Il y a d'autres méthodes qui pourraient donc nous aider, même en dehors des épidémies, pour pouvoir rester à la maison et travailler à partir de avec l'informatique qui est là, le web, qui devient une autre solution dans ces cas d'épidémie. Et vous êtes revenu sur le vécu, votre vécu en tant qu'auteur, autour des mamelles. Et là, c'est votre expérience personnelle et l'expérience de tout citoyen sénégalais. Vous avez démontré qu'au Sénégal aussi, il y avait le problème donc, de santé, éducation. Et pour aller vite toujours, et là je reviens, vous êtes revenu au Sénégal en quittant le monde. Au Sénégal, vous avez parlé de l'attitude positive du président de la République, avec l'État, avec tout le monde, le clergé, avec les marabouts, avec tout le monde. Tout le monde s'est attelé donc à arrêter le Covid. Nous reviendrons en détail sur ça. Vous êtes revenu sur la souveraineté scientifique. Et il faut tout faire pour assurer la sûreté scientifique, médicale, éducative, politique, économique, donc sécuritaire, culturelle et idéologique. Référence aux grands penseurs comme professeur Ablaye Ilman Khan, Samir Amir. Vous êtes revenu là-dessus en nous donnant donc les écrits de... Il me reste combien? 5, 15... Ah ouais. Vous voyez sur le... Dans 5 minutes, c'est bon? Donc c'est pourquoi je coupe. Vous êtes revenu aussi sur les missions des universités. Et là aussi, c'est la recherche. Le fondamental, comme la recherche, donc là, le calendrier scolaire et universitaire. Vous êtes revenu sur tous ces éléments qui ont posé problème pendant cette période-là. Et nous avons trouvé des solutions. Nous avons trouvé des solutions. Je crois que là aussi, c'est une bonne saison des méthodes qui sont retrouvées dans les systèmes éducatifs, scolaires et universitaires. Vous revenez sur vos sujets maintenant, l'auteur, monsieur, professeur Diop. Vous donnez des constats, les mois de Covid, les confinements, les réactions des scientifiques. Vous avez parlé du professeur Sidi, qui a été le personnage central donc, sur le truc médical, le aspect médical. Et vous avez parlé à la fin, pour aller vite vers l'exit, de votre papa Elhadji Diaga Diop, centenaire. Il a traversé certainement les épidémies, mais on sait comment ça s'est passé. Donc, et revenez sur les annexes maintenant, à la page 49. Les textes sont là, résumés, et vous résumez tout ce que vous avez dit en français, en les 59 pages, vous résumez dans différentes versions, presque toutes les langues du monde. Hein. Moi, je vois ici du chinois et tout, je ne vais pas les citer, mais vous avez résumé dans tout cela. Bon, pour aller vite, Philippine, pour dire seulement à la fin, pour ne pas donner élément par élément, c'est pour dire seulement à la fin que Bouba a traversé, donc a fait l'analyse totale. Donc tout ce qui est de l'histoire, l'Antiquité,
Jusqu'à nos jours, donc les épidémies, le Covid aussi, on dit donc l'épidémie de Covid-19, c'est-à-dire ce qui s'est passé, ce qu'on a vu et ce qu'on a pu voir aussi, tout est résumé dans ce livre. On devait être 3 pour en parler. Chacun avait une partie à faire. Bon, malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin pour professeur Diop. Et je vais laisser la parole donc à mon collègue Malik Ndoye pour parler d'une manière plus approfondie du texte et du contenu de ce livre. Merci, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Et quand il est revenu, je n'étais pas encore là. Donc on s'est retrouvés, heureusement, avec le même parcours classique historien. Bouba, on a partagé beaucoup de jurys de mémoire, de maîtrise, de jury de mémoire, de master, de jury de thèse. Et il a été membre du jury de ma thèse d'État en 2006. Donc notre compagnonnage sur les jurys date de longtemps. Donc il a été dans mon jury et j'apprends toujours quelque chose quand je suis avec lui. Il a une culture, l'antiquisant, que ce soit la culture grecque, la culture romaine, et que ce soit l'égyptologie, pour ne pas dire la société africaine, etc. Alors, ce que Bouba veut vous présenter aujourd'hui, c'est des réflexions personnelles et des retours croisés avec des amis, des collègues, un retour vers le passé que l'égyptologue et l'antiquisant vont nous présenter. Je vais essayer de partir de l'ouvrage du professeur Diop pour vous présenter un peu les intellectuels, les médias, comment ils ont présenté cet ouvrage. Et c'est surtout la partie où vous avez les extraits de journaux. Pour certains éléments, Agne, le collègue Agne, a parlé du départ, c'est Thucydide. Pourquoi Thucydide est important? Et pourquoi Bouba peut être comparé à Thucydide, justement? Thucydide est un historien du présent. Il a vécu la peste d'Athènes entre 430 et 426. Et il a été même infecté. Bouba nous parle d'une annus horribilis 2020, cette pandémie que nous avons vécue. Et il écrit comme Thucydide. Il nous donne ses expériences. Donc, ce qu'il faut retenir, le professeur Diop aurait pu, on a eu de longues discussions devant son bureau pour revenir à l'Égypte, à Homère. Mais ce qui caractérisait Homère, c'est la maladie, c'est une punition divine et il y a une réaction, c'est les prières, etc. Thucydide, c'est une analyse de la maladie. Ce qui est clair. Et c'est extraordinaire, 6 siècles plus tard, Galien, médecin, va s'inspirer de Thucydide pour faire ses analyses. Bien sûr, Thucydide a donné lieu, les épidémies de peste, on le retrouve dans beaucoup de textes de la littérature gréco-romaine. Hein. On aurait pu citer les Lucrèce Naturalis, Ovide, Sénèque, Tite-Livre, Amiens, Marcellin, Procope. Et plus récemment, bon, Camus. Vous connaissez tous la peste de Camus. Donc, mais Bouba nous a présenté rapidement Thucydide, qu'est-ce qu'il dit de la maladie. Alors, quand j'ai lu la présentation de Bouba de cette maladie qui a sévi à Athènes, qu'est-ce que c'est cette maladie-là? On dit peste d'Athènes.
Mais aujourd'hui, les gens se posent, est-ce que ce n'était pas la fièvre typhoïde, etc. Donc on se pose actuellement, quel type de maladie? Ça veut dire qu'on se fonde sur Thucydide pour essayer de trouver la maladie, parce que ces descriptions étaient très fidèles. Alors, comment les gens ont réagi? Bouba dit, c'est la première épidémie documentée. Mais Bouba nous dit, quels sont les symptômes? Il dit, l'ignorance des médecins impuissants et qui périssent en grand nombre. Vous vous retrouvez dedans. C'était quand on voyait le nombre de médecins qui ont été, qui sont morts pendant cette épidémie-là. Et toutes les félicitations qu'ils ont reçues et vraiment tous les sacrifices. Les contaminations. Thucydide montre les contaminations. Nous, aujourd'hui, on a vécu les contaminations en temps réel, avec des points chaque jour, des points quotidiens. Nous nous retrouvons, c'est Thucydide. L'immunité. Le débat a été plusieurs fois évoqué. L'immunité collective ou non. L'absence de morale, la peur, le désespoir. Vous avez vu comment les malades étaient stigmatisés, comment on rejetait certains malades qui venaient d'autres pays, chaque pays qui se barricadait. Donc c'est cette peur-là. Les prières. On a prié, on a fait des veillées collectives, on a fait des appels. Malheureusement, comme on était confinés, on ne pouvait pas consacrer des journées de prière dans les mosquées ou bien dans les églises. Bien. Mais ça, c'était pour l'antiquisant parler. Maintenant, je vais parler un peu quelle est cette maladie que nous vivons en temps réel. Et cette maladie dont on parle, nous n'avons pas de recul. Un historien de l'Antiquité, du passé, mais qui parle du présent. C'est ça, la première gageure, le premier combat. Alors, la première des choses qu'il faut noter, cette maladie est démocratique. Et les Grecs parlent d'isonomie, l'égalité devant la loi. Nous sommes dans l'isonosie, l'égalité devant la maladie. Le président de la République et les boueurs sont tous exposés à cette maladie-là. Donc c'est une maladie vraiment isonosique, une maladie démocratique. Heureusement, c'est ça la chance de l'Afrique. Si c'était notre continent qui était touché, nous serions stigmatisés et confinés, comme pour les autres maladies, pour l'Ebola. Quand on a eu un seul cas, on a dit que le Sénégal est en zone rouge. Malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est les autres pays développés qui ont payé le tribut le plus lourd. Bien qu'on dise que l'Afrique va être touchée parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures, de moyens pour lutter, mais heureusement, nous l'avons échappé plus ou moins, contrairement aux autres. Alors, comment la chance de l'Afrique, donc, c'est aussi d'avoir les autres pays comme laboratoire. Avant, c'est en Afrique qu'on testait. Mais ici, on voyait les réactions des autres pays pour réagir. Nous pouvions apprendre de leurs erreurs. Mais comme intellectuels, les intellectuels, chaque fois que les Occidentaux ou les Chinois prenaient des mesures comme le confinement, nous avions deux camps. Un des camps disant, oui, on fait rien, on fait que copier. D'accord? Est-ce qu'on avait le choix? D'autres disent, prenons ça et tenons compte de nos réalités. Vous aviez deux camps qui s'opposaient sur le plan idéologique. Mais cette maladie, une maladie, c'est un domaine d'experts. C'est un domaine de médecins. Mais ici, le débat
est sorti de ce cadre-là. Le débat a été dans les rues. Ce ne sont plus les spécialistes, c'est aussi des profanes. Mais tous les débats ont été orientés par les prises de position des médecins. Nous avons d'abord les théories dans l'ouvrage de Bouba. Nous avons d'abord une partie qui relate tous les processus de confinement. L'Europe a confiné, nous avons confiné. On a fait appel aux anthropologues, aux sociologues, aux psychologues, comment on a réagi devant ce confinement. Mais ce confinement-là, on conduit à des émeutes, à des restrictions, des couvre-feux, mais l'État a dû reculer devant la poussée du peuple qui avait faim. Donc la science a dû reculer. Autre côté, c'est comment soigner. Le confinement est une solution, mais on a vu ses limites. Maintenant, quel remède? Et c'est là qu'on se rend compte que la communication, il y a des pays dominants et il y a des intérêts. On a le docteur Didier Raoult avec son hydroxychloroquine. Et à Dakar, au Sénégal, c'était le docteur Seydi qui l'avait testé. Mais docteur Raoult a subi les foudres de ses collègues pour dire que oui, son efficacité n'est pas prouvée. Il a été voué aux gémonies. Il a eu aussi, c'est une vedette des médias, parce que quand même, cette épidémie est l'épidémie aussi des réseaux sociaux. On a fustigé le docteur Raoult. On l'a critiqué. On l'a traîné devant le conseil. De l'autre côté, on dit non, cette solution-là, on va trouver le vaccin. C'est le remède miracle. Dans la précipitation, on nous l'a imposé. Nous l'avons accepté et nous l'avons défendu. Ah oui, nous avons fait des actions, les intellectuels, pour dire aux gens, vaccinez-vous pour qu'il y ait une immunité collective. Donc vous retrouverez ça dans certains passages. Parce qu'il faudrait se mettre à la place des intellectuels qui ont parlé. C'était le moment. On n'avait pas la solution. On nous propose la solution. Vaccin. Mais autant on peut condamner Dr Raoult, autant ceux qui ont fait ces vaccins-là, on ne peut pas tester, mais on nous l'impose. Quels sont les effets secondaires? En ce moment-là, on ne pouvait rien dire. Aujourd'hui, en 2023, les langues se délient pour remettre en question ces vaccins. Pour dire que c'est le lobby pharmaceutique qui l'a imposé. Voyez-vous? Et l'efficacité est douteuse. Donc là, les débats. Donc cette Covid, je dis, le problème c'était d'avoir une maladie en temps réel. Et il fallait réagir. Il fallait réagir. Le problème de la maladie, il y a deux choses. Quand vous êtes décideur, vous êtes ministre, vous êtes un médecin comme Dr Seydi, il y a la maladie. Mais vous êtes obligé de trouver des remèdes dans le court terme. Moi, intellectuel, je peux me dire, ah non, non, ça c'est pas efficace, il faut chercher une immunité collective. Est-ce que vous avez le temps d'attendre? Et vous ne rendrez pas compte. C'est le décideur qui va rendre compte. Vous vous rappelez le sida, cette affaire de sang contaminé. Les médecins qui avaient négligé ça, en disant non, c'est pas grave. Ils se sont retrouvés avec des procès parce qu'on a vu la gravité. Ici, les gens ont agi dans l'urgence. Alors ça, il faudrait donc les intellectuels, les positions, je pense, varient selon la position qu'on occupe. Il faut soigner, il faut soigner. Et nous suivons. Oui. L'immunité collective, nous, les intellectuels, on fait des campagnes, il y a des débats opposés, mais il faudrait voir quelles sont les différentes
propos, position. Donc, ce livre-là, donc c'est les problèmes. Mais le professeur Bouba Diop a écrit ce livre aussi pour les étudiants. C'était pour faire des ateliers, pour que les étudiants apprennent à exploiter ces documents-là. Ces documents sont là. Moi, j'ai essayé de faire une synthèse de ces documents-là. Donc, c'est un travail pour nos futurs étudiants. Donc, je dis merci au professeur Diop et merci au public. Merci au professeur Agne et au professeur Malick Ndoye pour cette présentation du document. Les perspectives sont claires et je pense que chacun va sortir de cette salle avec l'envie d'avoir ce document et de le lire et de l'exploiter. Nous allons donner la parole au professeur Bouba pour qu'il nous parle un peu de l'histoire de ce livre. Certainement, ce qui est sûr, chacun de nous peut écrire son histoire en rapport avec cette pandémie. Chacun a eu une expérience particulière. Je peux en parler, peut-être il va profiter de l'occasion pour faire un témoignage que le professeur Pierre Sarr voulait faire en présentiel. Il va revenir là-dessus. Professeur Niveau, vous avez la parole. Ok, merci Philippe. Alors tout à l'heure, quand mon ami, mon frère Ousmane parlait, je suis intervenu pour remercier tous les amis, tous les étudiants, tous les collègues, tous les parents qui sont venus. C'est vrai, on a souligné mon épouse, on a souligné la présence de Mariama. J'ai vu une de mes cousines qui était dans la salle. Mais effectivement, je voulais donner à cette cérémonie une connotation purement académique. Parce que j'ai discuté avec nos amis de l'Harmattan, Senghel, tout à l'heure, le directeur Abdoulaye Diallo est passé vous saluer. Et j'ai essayé d'expliquer les raisons. Pourquoi j'avais souhaité dans la salle qu'on soit seulement entre étudiants et enseignants. Mais Dieu fait bien les choses. C'est une opportunité d'ouvrir encore l'université. Parce qu'on reste souvent entre nous. Et tout à l'heure, il y a un ami qui me disait, mais je ne savais pas que la faculté de lettres a des salles aussi belles maintenant. J'ai dit, ouh, effectivement, malgré tous les problèmes, le Sénégal, ça bouge quand même, malgré les difficultés. Il était très surpris parce que depuis 1971, il n'est pas revenu ici. Donc vous imaginez qu'au moins, bravo Décrypta, a permis à nos amis de venir. Alors, je voudrais aussi remercier mes collègues du laboratoire Décrypta qui ont accepté d'inscrire cette journée dans leur programme, soutenu par le chef de département, par le doyen de la faculté. J'ai assisté à la dernière séance, le doyen soutient. Certes, il est utile de préciser que cette cérémonie était programmée pour le mois d'août 2022. Ce qu'on est en train de faire là, ce livre aurait dû sortir au mois d'août. Mais l'UCAD et les universités ont vu leur calendrier remanié. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Khalifa est parti, mais il vous salue. Le directeur adjoint du COUD, qui était un de mes collaborateurs. Et avec le chef de département, j'ai dit qu'au mois d'août, ce n'est pas la peine, puisque personne n'est là. On a reculé. Pour des raisons que certains peuvent se rappeler. Rebolote, on avait programmé en mars 2023. C'est pour ça que tout à l'heure, Diadjou m'a dit, mais chaque fois, les dédicaces, vous mettez mars. Je dis que c'est vrai, on est au mois d'avril, mais cette activité était prévue au mois de mars. Là aussi, on a reporté pour des raisons que vous savez. Il y a eu même des étudiants qui ont été blessés. Des coups de couteau ici, dans le campus.
Quand j'étais médiateur pendant 8 ans, je disais que la devise que Senghor a donnée, ici c'est lux mea lex. C'est du latin. La lumière est ma loi. Mais ce n'est pas vis mea lex. Ce n'est pas la force qui est ma loi. Quand je vois des étudiants se battre, sortir des couteaux, je dis que nous, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que cette première sortie, qu'on la fasse ici. Bref, voilà fini, le jot du yomb. Le jot de yomb. Alors, je remercie particulièrement mes collègues Djibril Agne, Pierre Sarr, Malik Loï, pour les raisons que j'ai expliquées dans le livre, pour expliquer la genèse, à savoir notre présence régulière lors de Covid-19, alors que l'université était presque vide. Nous sommes des retraités. Nous, on avait le temps, on venait, mais l'université était déserte. Alors, ensuite, il y a eu nos échanges, parce que comme on était là, mais nous tous, dès qu'il y a eu Covid, on a pensé à Thucydide, puisqu'on connaissait le texte. Ce qu'on a vu au Sénégal, c'était comme ça, dans l'Antiquité. Les sorciers donnaient des avis, les médecins étaient désemparés, etc. Bon, mais vous savez, quand on a fait les humanités grecques aussi, on connaît Héraclite. Ouk an Mbaès, on ne se baigne jamais avec la même eau. Les choses semblent se répéter, mais ce n'est pas l'identique. Il y a des cycles, mais ce n'est pas la même chose, Covid et la peste à Athènes. C'est quelqu'un qui a fait également l'université doit savoir que, comme Ousmane l'a dit, le théâtre existe, mais les théâtres sont différents. Suivant les pays, parce que la musique n'est pas la même, les croyances ne sont pas les mêmes. Donc, cela, c'est très bien. Bien sûr, en produisant ce livre, je pense à tous nos anciens condisciples, mes collègues, Omar Sankaré. J'en ai parlé à... Je ne vais pas vous raconter le problème de la couverture là, c'est très compliqué. Mais avec mes amis de l'Harmattan, j'ai dit, bon, on va faire attention. Sur la couverture, j'ai pensé à Omar, j'ai pensé à Ngisali, Maria Bossé très bien, j'ai pensé à Yorofal, et Salif Diop. Je pense à tous ces amis, le même couloir, la même faculté. Ah, parce qu'il y a eu beaucoup de décès. Chacun d'entre vous ici a perdu des amis, des parents. Je remercie les étudiants et les parts. Ces deux composantes, en plus des enseignants. Je ne vais pas citer tout le monde, puisqu'en Wolof on dit Koulim Amnio Faté. Bref, sachez que ce livre est le vôtre. D'abord les étudiants, il y a des annexes. Les annexes, Malik a développé. Mais je vais ajouter une chose. Pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit ici? Il y a quelques 2 ans peut-être, quand une voyante a dit que l'avion va tomber à l'université. Vous vous rappelez? La presse en avait parlé. Je ne veux pas nommer la voyante parce que moi je ne veux pas avoir des problèmes. Mais ce jour-là, il y avait quelques étudiants qui ont osé venir suivre les cours. Alors, ça aussi, ce jour-là, c'était avant Annus Horribilis. Et l'UCAD avait été déserté. Mais c'est depuis ce jour-là que je me suis dit que tant qu'il y aura dans ce pays, dans ce campus, une majorité qui croit aux sorciers, aux djinns, aux djinns, pour expliquer les graves événements, je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire, ici et ailleurs. Je ne dis pas que les djinns et les djinns, il ne faut pas en parler, mais il faut analyser qu'est-ce qu'on entend par djinn, qu'est-ce qu'on entend par djinné. Mais que des étudiants désertent, en plus du fait qu'ils se battent, je dis que nous, en tout cas, on a encore beaucoup de choses à faire. J'espère que ce livre va aider à être plus serein, plus zen, plus proactif, pour participer à juguler les fléaux. Du reste, j'ai souligné Malik n'a pas essayé, mais j'ai vu Pam Ndiaye
tout à l'heure, qui est mon ami dans l'association des seigneurs des universités. Il vous salue. C'est un poumon. J'ai reproduit mes 10 recommandations pour faire des conférences. Il y a 10 questions que j'ai listées. Je crois que tant qu'on n'aura pas discuté ces questions-là, on va pas. Je ne vais pas les lister parce que c'est dans le livre. Ça part depuis les franchises universitaires jusqu'au problème du ranking, le classement des universités, etc. etc. Je ne reviens pas là-dessus. C'est qu'il y a des camarades syndicalistes dans la salle, mais je vous renvoie à ces 10 recommandations. Alors, pour les parties maintenant, je voudrais faire des remerciements. Si on avait fait au mois d'août, le chef de département est témoin, j'avais demandé qu'on invite la famille de Mme Pakpo, Suzanne, qui était secrétaire dans notre département, qui est devenue la secrétaire du doyen et ensuite secrétaire du recteur. Qui a tapé mon mémoire de maîtrise. Elle était décédée juste quelques jours avant. Maria Mondoy doit bien se rappeler Suzanne Pakpo, paix à son âme, et j'aurais souhaité qu'on invite la famille, etc. J'ai dit à ce monsieur qui est devant moi, Nour, il vient de faire un excellent film. On est ensemble dans le projet Histoire générale du Sénégal. La semaine prochaine, on va parler dans Histoire générale du Sénégal de ce livre qu'on a annoncé sur le Sénégal ancien, que j'ai dirigé avec le professeur Aboubakri Moussa Lam. Si vous êtes libre, hein, vous êtes invité, il vous dira la date. On va parler du Sénégal ancien, parce que là aussi c'est un autre chantier, très complexe. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de ce pays? Alors, il a fait un film sur Rosalie, qui était secrétaire du département d'histoire. Pendant des années, depuis la période où il y avait les Mbaye, les Cheikh Anta, Abdoulaye, tout, elle est toujours là. C'est grâce à ce personnel administratif et technique que nos universités fonctionnent. Donc il faudrait, étudiants, enseignants et partis, se donner la main. Je lui avais demandé même de venir vous montrer le film, mais je sais que bientôt il est 13h, mais on montrera le film si vous passez au siège d'Histoire générale. Alors, Rosalie et d'autres. Maintenant l'Harmattan et moi, c'est une vieille histoire qui a commencé à Paris. Ça venait juste de commencer, l'Harmattan. Beaucoup travaillé avec le fondateur. Parce que dans le cadre de l'association des étudiants sénégalais en France, on produisait des documents. Et l'Harmattan achetait nos documents et les vendait. Donc les étudiants, on peut être étudiant et produire des livres. Hein. Nous, on avait produit des livres sur la langue au Sénégal, etc. Donc, c'est en ce moment que j'ai connu l'Harmattan. Et ensuite, quand mon ami Amidou Dia, que certains d'entre vous connaissent, Amidou, c'est lui qui m'a donné le manuscrit de Boubacar Boris Diop, qui est mon frère, mon ami. Le premier roman, Le temps de Tamango, c'était avec l'Harmattan. Donc, wolof yi dañuy wax bu leen gis sëbb ci ndab yaakaar ni fa la ñu xamante déedéet sa tool ya la. Donc l'Harmattan et nous, c'est une vieille histoire et je souhaite que le PUD également puisse, avec l'Harmattan et d'autres maisons d'édition, parce qu'il y en a beaucoup, puisse aider à publier tout ce qui se fait dans cette université et dans les universités du Sénégal. Maintenant, je réponds rapidement aux différentes questions. Les intervenants, Djibril Mongoro, il a dit l'essentiel depuis Omer, il a rappelé Omer. Il est allé plus loin que moi d'ailleurs, parce que moi j'ai beaucoup insisté sur Thucydide, après l'Égypte, et c'est bon qu'il rappelle tout cela. Et Djibril, effectivement, mais il est devenu Mongoro, mais il ne m'avait pas averti quand il allait. C'est vrai que le Fouta et Saint-Louis, c'est pas très loin. Mais bon, après j'ai découvert effectivement que c'est ma nièce qu'il a épousée. Donc, mais
ça ne signifie pas qu'on se fait des compliments. Alors, le regard des intellectuels, la presse. Alors, il a parlé de Kounoum, mais j'ai vu que mes amis sont très discrets. Ils n'ont pas évoqué ce qui me semblait, pour moi, le plus important, c'est qu'on change de référentiel. Kounoum, dont il a parlé. Mais c'est tout le débat sur la faune, la flore, le totémisme. Kounoum, c'est le dieu potier. Les Égyptiens, nos ancêtres, ils ne savaient pas tout. Ils voyaient le Nil, ils ne savaient pas d'où venait le Nil. Ils voyaient que ça sortait de 2 grottes. Mais aujourd'hui, on sait que le Nil, c'est depuis l'Ouganda. Ensuite, l'Éthiopie. C'est tout cela qui fait le Nil. Ce n'est que tout récemment qu'on connaît maintenant, avec les satellites, tout ce qu'il y a à savoir. Et Ousmane a bien raison de parler d'Afrique ancienne dévoilée. C'était un débat. Et Kounoum, les Égyptiens pensaient que c'était un dieu potier. Et pourquoi d'ailleurs c'est les béliers? Pourquoi c'est l'hippopotame? Pourquoi c'est cette faune? Mais c'est parce que quand vous avez l'eau, vous avez tous ces animaux. L'eau, si vous êtes de Saint-Louis, si vous êtes du Fouta, si vous allez dans le Guidimara, mais les gens, ils savent très bien que l'eau, mais c'est terrible, on ne peut pas l'arrêter. L'eau, il y a les êtres humains, il y a les animaux. Donc, j'ai fait exprès de montrer l'hippopotame. Dès la première couverture. Moi, je voulais même que sur la couverture, ce soit l'hippopotame et le lion. Parce que c'est 2 divinités. Et le titre que moi, je voulais, c'était Annus Horribilis et Fecundusque. C'est terrible, mais c'est fécond. Il ne faut pas avoir peur des dangers. Nos ancêtres, pendant des millénaires, ce sont ces animaux-là. L'hippopotame, quand vous voyez l'hippopotame, ça signifie que vous avez beaucoup d'eau, beaucoup de poissons, et il y a beaucoup d'herbes. L'hippopotame, c'est le nom de Mam Koumba Bang, je l'ai développé. Parce que ça, j'essaie d'expliquer à mes parents saint-louisiens, les gens, ils ont peur. Ils ne veulent pas comprendre. Je n'ai pas parlé de Mam Koumba Lambay, je n'ai pas parlé de Mam Koumba Tchoupan, mais il faut savoir que ces choses-là, on peut les expliquer rationnellement. Et Mam Koumba Bang, ce n'est pas du Wolof, c'est du Poulard, je l'ai dit. Des fois, je me suis fait attaquer. On m'a dit, oui, Bouba dit que les Wolof n'existent pas. Je dis que ça, c'est un langage codé. C'est du Poulard. Les Poulards, ils disent Ngabou. C'est quand tu inverses ça, le verlan, ça donne Bang. Koumba Bang. Koumba, c'est du Poulard. Les Sérères, ils l'appellent Langbar. Les Wolof, ils l'appellent Léber. C'est les mêmes mots. Le lion, en Égypte, également, c'est une déesse féroce. Sakhmet. C'est du Wolof. Sakhmat. Cheikh Anta a raison. Nous, quand on faisait égyptien, les profs étaient étonnés parce qu'on comprenait ce qu'ils disent. Quand on faisait des conférences, des exposés, ils étaient surpris. Mais comment vous faites pour savoir l'or, on montre l'or et le pygmée. Mais j'ai dit, mais tout Sénégalais qui viendrait faire le cours, il sait ce que c'est que le condrome. Donc, quand on faisait des cours d'égyptien, nos professeurs étaient étonnés et on traduisait facilement les textes et les gens ne savaient pas pourquoi. Mais c'est parce que c'est dans nos cultures. Alors, donc cette affaire de faune, de flore, de totémisme, moi les Diop, c'est Dioubou Ndiobène. Pourquoi? Mais le pan. Pourquoi nos ancêtres ils ont choisi le pan? Pourquoi les Ndiaye ils ont choisi? Pourquoi les Ndoye ils ont choisi cet animal? Il faut réfléchir. Et c'est pour ça que je disais que c'était du théâtre. Tout ça, c'est le théâtre. On n'a pas de juriste. Je suis content, le fils du doyen Djibril Temsignan qui est là. Son papa a beaucoup écrit sur Sundiata. Ce monsieur-là qui est devant moi. Il faut lire Sundiata. Mais qu'est-ce que ça signifie Sundiata? Diata. En égyptien ancien, c'est le lion, c'est le prince en même temps. Ma Diata, le lion a plusieurs noms. Ma, c'est le lion. Ri, c'est le lion. Ce que les griots disent là, ici, Ma Diata, Mari Diata, c'est le lion. Et ça, c'est pas seulement dans l'empire du Ghana, c'est pas seulement dans l'empire du Mali. Ça, c'est le texte pharaonique qui parle de Ma et de Ri. On l'appelle aussi Temer. Marodi, c'est les poulards. Le tueur. Même en Wolof, Gaïndé, ça signifie Kai Gistede. C'est ça, c'est Gaïndé, c'est Kai Gistede. Parce que le lion,
Si vous savez ce que c'est que le lion, c'est pour ça que j'ai rigolé un jour quand un président de la République a voulu montrer le lion lors de la fête du 4 avril. Là. J'ai dit heureusement que c'était un lion qui est vacciné, qui est endormi. Mais le lion, dans cette salle, dans cette université, si le lion est là, je ne dis même pas s'il rugit, mais dès qu'il commence, mais je vous assure que les murs, je parle du vrai lion, je ne parle pas du lion que vous avez en cage. Donc c'est tout cela, Djibril n'a pas développé, mais c'est pour ça que j'ai donné tout ça dans la couverture. Avec mes amis de l'Armata également, ne soyez pas étonnés, dans la couverture, la 4e de couverture, c'est moi-même, hein, à l'embouchure du fleuve Sénégal. C'est à l'embouchure. J'étais à l'embouchure avec mes étudiants de School for International Training. Quand des étudiants étrangers venaient, je devais, dans un programme qui s'appelait School for International Training, les amener visiter le Sénégal. On allait à Dindéfelo, on allait à Saint-Louis, on allait dans des coins très reculés. Et ces endroits-là, c'est les plus beaux dans ce pays-là. Touba, Kouta, tout ça. Les étudiants, il faudra que vous cotisiez, que vous sortez de Dakar. Il y en a même qui ne savent pas que Gorée est là. Il y a des étudiants qui n'ont pas visité Gorée. C'est incroyable. Bon, ça c'est peut-être la faute aussi. Bon, nous, quand on était étudiants en France, pendant les vacances, les fêtes, bon, l'administration se débrouille également pour mettre les cars à la disposition. Il y avait donc des choses. Donc il faudra faire. Donc, si je montre l'embouchure, c'est parce que quand on a pensé à la mort, quand on pense à la vie, je trouve que c'est les endroits les plus intéressants. Et il faut se poser les questions. Pourquoi nos cimetières sont dans les endroits les plus jolis? Au bord de la mer, au bord du fleuve. Allez à Tinguède, allez à Saint-Louis, allez un peu partout à Joal Fadiouth. Pourquoi? Mais nos ancêtres pensaient que le paradis, c'est presque là-bas. Les Égyptiens, le séjour des morts, c'était toujours vers l'ouest, au-delà du Nil. Donc, rien n'est dû au hasard dans ce livre-là. Alors, donc, vous avez la chance, je vous explique tout, parce que celui qui a acheté le livre, il n'aura pas toutes les explications. Ah, mais ne pensez pas qu'il y a telle ou telle image choisie au hasard. Et j'ai montré à Diallo 2 images de l'embouchure, en 91 et en 2002, pour montrer. Parce que ça, c'est important, cette photo-là, en 2002, c'était au moment où il y avait le bombing du World Trade Center. J'étais avec des étudiants dont les parents avaient payé donc, le séjour au Sénégal, mais c'était la grande folie. Les parents téléphonaient et tout le monde avait peur quand il y a eu le World Trade Center. Vous vous rappelez? Cette photo-là, c'était cette période. J'étais avec les étudiants, là-bas, pour qu'on oublie. C'était dans le programme, mais il fallait oublier tout ce qui se passe dans le monde. Les parents avaient peur, tout le monde avait peur. Bon, j'avoue qu'entre parenthèses, la mort aussi, je l'ai vue à plusieurs reprises. Ça fait partie des moments où j'ai vu la mort aussi. Parce qu'on a pris la pirogue, le bateau était parti. Il y avait beaucoup de touristes, donc nous, il fallait qu'on se débrouille, on a pris des pirogues. Au retour, le vent a changé. Le vent avait changé, et puis moi, mon problème, c'était, bon, si ces étudiants meurent, qu'est-ce que je vais raconter aux parents? La pirogue tanguait, etc., etc. Heureusement, le propriétaire de l'hôtel avait eu l'intelligence de renvoyer la chaloupe, qui, elle, était motorisée. C'est cette chaloupe qui est venue nous prendre. Donc la mort, comme dit Ousmane, les émotions, bon, à plusieurs reprises, on la rencontre. Je suis sûr que, d'ailleurs j'en profite pour dire que Pierre Sarr, qui est parti hier soir parce qu'il y a eu un décès, mais aujourd'hui s'il parlait, il allait parler de 2 choses très importantes. Pourquoi Annus horribilis, année horrible? Mais d'ailleurs ce mot, quand vous tapez sur Internet, on dit oui, c'est un mot que la reine d'Angleterre a utilisé, etc. C'est ça qu'on vous dit, en disant que oui, mais c'est en latin. Bon, je voulais qu'il explique un peu, quand on dit annus horribilis chez les latinistes, ça peut signifier beaucoup de choses. C'est l'année où il y a eu l'éruption du volcan, ça peut signifier l'année où il y a eu des guerres entre les fractions politiques, beaucoup de morts. Il y a eu des années
où il y a également des maladies, guerre civile. Donc les latinistes, quand tu dis annus horribilis, chacun pense à quelque chose. Donc chacun, nous l'année 2020, c'était l'année terrible, mais 2021, c'est encore plus terrible. Pierre Sarr, avec qui je discutais toujours, mais lui, c'est en 2021 qu'il a failli partir. On l'a hospitalisé. Il y a beaucoup d'amis qui sont morts. Il y a même des amis qui étaient malades, qui ont été soignés. 2 jours après, bon, ils sont partis. Moi, j'ai des amis qui sont partis après avoir fait un séjour à l'hôpital, après être revenus à la maison. Bon, donc, il faudrait qu'on revienne sur tout cela. Alors, j'ai remercié beaucoup Philippe, les amis, Thucydide, Galien, Camus. Bon, Cheikh Anta, pourquoi j'ai pris Cheikh Anta? Parce que Cheikh Anta, contrairement à ce qu'on pense, il n'a pas seulement parlé de l'Antiquité, de l'Égyptien ancien, il n'a pas seulement parlé de physique nucléaire, de carbone 14. Les deux textes de Cheikh Anta que j'ai pris ici, c'est des textes qui parlent de religion, de philosophie. Et c'est important. Cette humanité-là, est-ce qu'elle est éternelle? Depuis quand le monde existe? Cheikh Anta s'est prononcé sur cette question, sur ces débats. 4 milliards d'années, mais combien de milliards il nous reste? Alors c'est ce texte-là que j'ai pris parce que ce sont ces problèmes-là. Et tout récemment, il y a un professeur qui est passé ici à Dakar. Moi, j'ai assisté à 3 de ces conférences. Il n'y a pas 2 mois, hein. Professeur Brunet, c'est lui qui vient de montrer que Lucie, on disait que l'homme est né il y a 2 millions d'années. C'est lui qui vient de montrer qu'il faut aller vers 7 millions, 9 millions. Et la dernière découverte, c'est au Tchad, Toumaï. Toumaï. Ce que tu disais à propos de l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, le débat, ce n'est pas de savoir est-ce que l'homme est né en Afrique. Non, le problème, c'est où en Afrique. On avait pensé au Kenya, Éthiopie. Aujourd'hui, les derniers, d'ailleurs, quand il dit que le Sénégalais, il faut faire beaucoup de recherches parce que je suis presque persuadé qu'on va trouver des choses intéressantes en disant que là où on a du phosphate, ça signifie qu'il y a des êtres humains depuis très longtemps. Le phosphate là qu'on a au Sénégal. Il était ici, le professeur Brunet. Il a fait 3 conférences. C'est dommage, les étudiants, tous ne sont pas venus. Donc, tout cela est important. Donc, Isonosie, nous sommes tous en danger. Nous sommes tous. Quand il y a des fléaux, c'est vrai, et c'est là où je veux conclure, on avait pensé que les ravages allaient être importants en Afrique. Pourquoi les Africains ont plus résisté que les autres? Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé l'explication. Bon, il y a certaines pistes dans mon livre. J'ai essayé de donner quelques explications plus ou moins rationnelles. D'abord, notre isolement relatif. Il y a moins de morts en Afrique que sur les autres continents. Mais même à l'intérieur du continent, quels sont les pays où il y a moins de morts? C'est les pays les plus éloignés du centre. Ah oui, ça c'est rationnel. Vous allez voir les autos, vous allez voir RCA, etc. Tous les pays qui avaient un trafic aérien important, qui étaient en contact, en plus de Nigeria, les pays du Maghreb, Sénégal, même nous, on nous a comparé avec la Gambie, Guinée-Bissau, etc. Il y a eu plus de morts au Sénégal. Ça, c'est rationnel. On n'a pas besoin de faire du théâtre, effectivement. Ça, c'est... On n'a pas besoin de jouer le rôle du Sénégal. Non, on voit les choses, comme disait Ousmane. C'est ce qu'on constate. Donc, ça, je voulais vraiment dire qu'il y a des éléments de réflexion. Et je termine en disant que ce livre n'est qu'un parmi tant de livres. Il faudra, pour les amis qui veulent échanger et discuter, et c'est là où je termine, je fais de la publicité, mais c'est de la publicité gratuite. C'est ce livre-là. C'est le premier qu'on a sorti avec mes amis de la CACSEN. Alpha Amadou Sy, Ibrahim Wan,
c'est à l'ombre des voix. Ça, l'Harmattan, je pense qu'ils doivent avoir toujours des exemplaires. C'était l'année dernière, on avait sorti, on a fait un extrait de texte, et moi-même j'avais fait un texte, on a rassemblé. Ça, c'est un livre par professeur Abdoulaye Eliman Kane, doyen Abdoulaye Kane, c'est mon doyen parce qu'il nous a beaucoup aidé dans la création du SAES. On reste toujours en contact dans le comité pour la célébration du centenaire d'Amadou Mokhtar Mbow, doyen Amadou Mokhtar Mbow, etc. Et ça s'appelle Saraba. Covid-19 existe, je l'ai rencontré. Je vous recommande de lire parce que là, il raconte son expérience personnelle quand il y a eu Covid. Que Dieu lui donne longue vie, parce qu'il y a beaucoup qui ont échappé, de tous. Enfin, il y a ce livre-là, produit par docteur que j'ai lu. Docteur Bousso, il est plus dur que moi d'ailleurs, parce que Djibril dit que j'ai parlé, effectivement, je pense que le gouvernement s'en est bien tiré globalement, le président, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Alors, si vous lisez ça, je vous le recommande, non seulement en tant que collègue, parce que les universitaires ont beaucoup de choses à dire, tous les docteurs sont universitaires, sont passés par l'université. Mais en tant que syndicaliste, il est syndicaliste. Comme nous, il parle du syndicat, des médecins, etc., etc. Il y a énormément de choses. Je vous le recommande. Ça complète. Et sur le système sanitaire au Sénégal. J'ai fait exprès de mettre dans le livre, en annexe, le premier document officiel du premier gouvernement du Sénégal, sous le président Mamadou Dia, avec Senghor. C'est un texte capital qui dit, voilà la situation au Sénégal, voilà ce qu'il faut faire. Alors, comparez ce texte avec ce qui se passe. Vous allez comprendre. Donc, je m'en arrête là pour dire que le rôle de l'université, c'est de secouer les cocotiers et aussi d'utiliser cette devise « Lux me alex ». Ceux qui souligneront les insuffisances, dès qu'on termine, je vais demander à Malik de me donner les coquilles, à Djibril les coquilles, et je vais corriger les coquilles. Certains amis m'ont dit des choses, et même des parents. Je vous donne deux exemples qu'on n'a pas évoqués ici. Les coupures de journaux. Quelqu'un qui m'a dit, mais ça pouvait être beaucoup plus joli. On aurait pu faire comme docteur Abdoulaye Bousso, avec des couleurs. Tout ça, c'est possible. Hein. Mais, bon, c'est des problèmes de moyens, c'est des problèmes aussi tout ça, on peut améliorer. On peut... je vois, par exemple, l'index. Mais, si c'était mes étudiants, je leur aurais tiré les oreilles. Etc., etc. Donc, on va améliorer. L'index, c'est pour permettre à ceux qui sont pressés de voir à la fin, de dire, ah, moi, on parle de... Je veux voir la France. Donc c'est des choses, c'est des astuces. On veut aider les étudiants à comprendre que ce n'est pas facile d'éditer. C'est très dur. Le livre que vous voyez là, ça a demandé de la sueur, des corrections, des changements, des coupures. Mais le texte, pour moi, le plus intéressant, c'est le texte d'un ami, d'un collègue, je ne sais même plus s'il est de ce monde encore, Claude Calam, professeur à l'université de Genève. Mais ce texte, Ablaï m'a dit, ah, Bouba, on ne peut pas le publier. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, d'après les droits d'auteur, même si c'est en annexe, si ça dépasse 17 pages, là, on va nous sanctionner. Je dis, ah, si c'est comme ça, on va juste signaler que c'est un texte important. Ce texte est capital. Ce texte s'appelle « Du racisme tempéré d'Hérodote ». Hérodote, c'est le père des historiens et des géographes. C'est le premier qui a écrit... son livre s'appelle « Les histoires d'ailleurs ». Alors, Hérodote et Thucydide, d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord. Ils ont vécu, c'est le même siècle, hein.
Mais vous savez la différence entre Hérodote et Thucydide, c'est quoi? Hérodote raconte dans 9 livres tout ce qu'il sait. Ça part depuis la Grèce jusqu'à l'Égypte, les Perses. Si vous allez à la bibliothèque, vous allez voir les livres d'Hérodote. Alors Thucydide, quelle est la différence? Thucydide écrit sur une chose, la guerre du Péloponnèse. Je ne sais pas s'il y a des étudiants du département d'histoire dans la salle. S'il y en a, qu'ils lèvent la main. Les étudiants du département de langue ancienne. Alors, retenez que au Sénégal, on a Thucydide et on a Hérodote. Vous savez au Sénégal qui est Thucydide? Le premier qui a eu sa thèse en histoire. C'est pour ça que je demandé s'il y a des étudiants. Mais il était très discret. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Tout récemment, l'IFAN l'a fêté. C'est le professeur Abdoulaye Ly. Abdoulaye Ly, tout son travail, c'est sur la compagnie du Sénégal. Vous savez, les bateaux qui prenaient les nègres là, les esclaves. Combien de personnes il y avait dans le bateau? Comment les gens vivent? C'est ça son travail. Lui, sa thèse a porté uniquement sur l'esclavage et sur une compagnie. C'est un travail méticuleux. Si vous voulez savoir comment les nègres, nos ancêtres, ils étaient dans des bateaux, comment on les transportait, il faut lire la thèse de Abdoulaye Ly. Cheikh Anta, pourquoi je dis c'est Hérodote? Mais Cheikh Anta a parlé de l'Afrique depuis l'Égypte jusqu'au Sénégal, l'origine des Wolofs, etc. Donc, il n'y a que ces deux écoles. En histoire, soit vous décidez de faire comme Thucydide, soit vous décidez de faire comme Hérodote. Nous, on est un peu proche de Hérodote, parce que comme il dit, moi je parle de beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas Thucydide. Donc, il faut que vous soyez indulgents. Dans le livre, là, je fais comme Hérodote. Je parle de beaucoup de choses. Et il faudra effectivement en tenir compte. Donc, voilà un peu. Moi, je vous remercie tous. Je donne aux organisateurs. Un grand merci au professeur Bouba. Merci aux deux anciens, le professeur Aïe et le professeur Ndoye, pour la présentation de ce livre. Je pense peut-être voilà, la partie témoignage aurait davantage enrichi. Mais bon, comme il l'a dit, c'est pour des visées de recherche. Et en parcourant le livre, vous allez exploiter un pressbook, hein, où vous avez aussi des chiffres. Bouba nous informe à travers les documents qu'on décompte au moins en Afrique 244 000 morts durant cette Covid, avec des pertes en économie qui s'élèvent à 13,8 milliards de pertes en PIB. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont là-dedans et qui peuvent intéresser les uns et les autres. Merci au professeur Bouba pour cet excellent travail. Et nous recommandons vraiment ce livre à tous les collègues, à tous les étudiants, à tous les Sénégalais. Et bon, ceux qui ont des expériences à partager sur cette maladie, je pense que le champ est ouvert. Chacun a à dire quelque chose qui peut aider à garder la mémoire de ce qui est arrivé. En tout cas, je me sentais bizarre durant cette période de Covid. Je ne sais pas vous, mais l'environnement était bizarre, tout était bizarre. Parce que tout le monde était passé à l'essentiel. Et même les terrains les plus populaires étaient devenus tellement déserts que certains animaux ont osé quitter leur forêt pour venir les exploiter. Donc tout était bizarre. Et donc, face à cet événement, je pense que chacun a droit à la parole. Chacun peut raconter à travers une poésie, un texte comme Bouba l'a fait, une monographie, à travers une chanson. Tout ça, ça peut aider peut-être dans 50 ans, dans 60 ans. D'autres pandémies viendront, d'autres épidémies viendront, mais elles ne seront jamais pareilles, mais peut-être elles pourront aider l'humanité à mieux les affronter.
Un grand merci à tout le monde, un grand merci au directeur de Décrypta.